Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur la mauvaise nouvelle du week-end. En tant que supporter parisien, on est très inquiet quand on pense à Zahir Emery et sa cheville qui a tourné sur son premier but lors de sa première titularisation avec les Bleus. C'était samedi soir contre Gibraltar dans un match qui est devenu historique par ailleurs. Je commencerai par là, jamais je relativiserai ce genre de score. C'est exceptionnel de terrasser l'adversaire, respecter le football à ce point. On a tellement eu de 0-0, de victoire 1-0 à l'arraché dans des matchs soporifiques face à des adversités comme celle de samedi soir, que là, aller chercher un score aussi inédit, aussi historique, vraiment, jamais je nuancerais ça. C'est tout bonnement exceptionnel, bravo aux Bleus. Et concernant les Parisiens, on a le triplé d'Mbappé, le but de loin, son 300e en carrière aussi, Dembélé qui débloque son compteur but, Lucas Hernandez qui n'est pas rentré, ça peut être une bonne nouvelle vu comment physiquement il était un peu sur la pente descendante ces derniers temps. Par contre, il y a bien sûr Warren qui commence le match et qui le termine au quart d'heure de jeu sur son but, sur un geste défensif absolument honteux, notons-le bien évidemment. C'est ça le risque quand tu joues face à des adversités aussi faibles, c'est qu'ils se maîtrisent absolument pas leurs émotions et tout ça, ils sont tellement pas habitués à ce genre de rencontre. Ce geste n'en reste pas moins inexcusable. Et Zahir Emery qui donc est touché à la cheville, pas de fracture, comme Didier Deschamps le craignait dans l'immédiateté. Au final, il y a une entorse qui est forte, le ligament qui est touché. Alors, l'équipe ont balancé une info comme quoi il ne rejouerait pas avant 2024, fin d'année pour lui. Fabrice Hawkins qui est quand même mieux informé sur ce genre d'informations. C'est-à-dire qu'autour du PSG, Hawkins cet été a fait ses preuves au niveau mercato, c'était le roi du mercato, le seul et unique Fabrice des réseaux sociaux du mercato parisien. Mais l'année dernière déjà, au quotidien, sur les compositions, les informations concernant les blessés, les absents, les choix tactiques et tout ça, il est très bon. Il a des sources qui sont quand même très fiables au sein du PSG. Alors là, peut-être qu'il est allé chercher l'info dans l'environnement équipe de France, mais il nous a dit plusieurs matchs loupé avec le PSG, durée d'indisponibilité inconnue. Voilà, donc il est un peu moins catégorique que l'équipe. On va voir comment ça va évoluer, bien sûr. À chaque fois, tout dépend aussi du processus de récupération. Il y a fort à parier sur le fait que Zahir Emery étant un grand professionnel entouré de gens qui ne pensent qu'au football et qui ne se laissent pas aller à des futilités. Normalement, il devrait récupérer un peu plus vite que la moyenne. On l'espère bien évidemment. Concernant la blessure en elle-même, alors elle a ouvert un débat, pas forcément celle-là, mais la trêve internationale en elle-même, quand tu vois Camavinga qui rentre plus tôt, Vinicius, Gavi, bon, ça ouvre une question sur le nombre de matchs qu'il joue. Bien évidemment, les instances du football européen sont criminelles pour le nombre de matchs qu'elles planifient bien sûr. Maintenant, pour la blessure de Zahir Emery en elle-même, je vois pas sur qui on peut remettre la faute en fait. Pour moi, il n'y a pas vraiment de responsabilité. Deschamps ne pouvait pas ne pas le sélectionner au vu de ses prestations ces derniers temps. Au vu aussi de la blessure de Camavinga, derrière, ça aurait été une aberration totale de ne pas sélectionner Zahir Emery, même de ne pas le titulariser samedi soir. C'est sur un coup, c'est pas une blessure musculaire qu'il se fait tout seul. Donc pour moi, il n'y a pas de responsabilité, même si bien sûr ça n'enlève en rien la responsabilité des instances qui aujourd'hui font jouer un nombre de matchs bien trop grand et pour les organismes des joueurs et pour nous observateurs parce qu'on est tellement submergés qu'on perd un petit peu de plaisir dans le foot. Aujourd'hui, c'est quand même difficile de suivre tout ce qui se passe, tous les matchs qui se jouent en semaine, le lundi, le mercredi et tout ça. Et puis surtout les trêves internationales qui, c'est vrai aussi, sur les premières parties de saison, sont quand même trop nombreuses. Celles de septembre, octobre, et puis ensuite celles-là, à chaque fois ça casse complètement les dynamiques en club. Donc bon, c'est encore quelque chose à revoir, mais pour Zahir Emery, pas de responsabilité sur personne. Et pour élargir au PSG, j'en profite pour quand même rester sur une note positive. Le staff technique médical cette année travaille plutôt bien sur les organismes. Le seul qui joue énormément, c'est Skriniar. Mais vu le nombre de courses à haute intensité qu'il te fait par match, à savoir un nombre famélique, bon, je pense pas qu'il tire
sur l'organisme plus que ça, ce bon vieux Milan Skriniar, hein, parce que voilà, il n'a pas un jeu très énergivore, disons. Sinon, pour les autres, Lucas Hernandez, son retour des croisés a été bien géré, hein, il a bien enchaîné, aujourd'hui il n'a pas rechuté, il est un peu physiquement dans un creux qui est géré, puisque Luis Enrique le laisse sur le banc, le fait sortir plus tôt sur les derniers matchs, à San Siro par exemple à la 65e. Ugarte, Vitinha aussi, hein, ne joue pas tous les matchs. Hein. Vitinha, après son trophée d'homme du match contre Dortmund, ne rentre même pas contre Marseille. Ugarte, ces derniers temps, en Ligue 1 du moins, n'est plus vraiment titulaire. Alors pour les deux là, il y a peut-être une dimension physique, mais je pense aussi que les performances jouent. Voilà, que Luis Enrique... Bon, c'est pas qu'il ne les apprécie pas plus que ça, ce serait un mot ultra fort. Déjà, Vitinha, son rôle en fait en dit long sur l'estime que lui porte Luis Enrique, c'est-à-dire qu'aller le foutre sur la ligne, lui demander d'aller fixer et faire le sale boulot pour Mbappé, plutôt que de le mettre vraiment au cœur du jeu dans un rôle de milieu qui lui est plus naturel. Bon, ça montre que Luis Enrique n'est peut-être pas le plus grand fan de Vitinha, disons. Concernant Ugarte, on avait des questions au moment de sa signature, qui ont été oubliées par son excellent début de saison, mais le mois dernier, qui s'est écoulé, je pense qu'il y a des moments quand Fabian Ruiz démarre devant Ugarte, c'est une question de performance en fait. C'est parce qu'il y en a un qui se montre à chaque fois qu'il joue, qui peut-être à l'entraînement est aussi plus intéressant, et l'autre qui enchaîne les performances insipides. Et puis bien sûr, l'exemple parfait, c'est Ousmane Dembélé, puisque pour l'instant, à l'échelle du groupe, tu n'as pas eu de blessure musculaire marquante, et Dembélé est le premier, bien évidemment, qui fait que d'enchaîner. Alors, il a des matchs sur le banc, hein, mais il est en bonne forme surtout. En fait, au-delà du fait qu'il enchaîne et qu'il soit titulaire assez souvent, sur les changements de rythme et tout ça, contre Reims par exemple, il est très bon là-dessus, tu vois. Vraiment, il réussit à prendre de la vitesse, sur la durée du match aussi. Donc, c'est de très très bon augure. Ousmane Dembélé qui a donc ouvert son compteur but contre Gibraltar en entrant, hein, il n'était pas titulaire, puisque Kingsley Coman lui était passé un petit peu devant sur le dernier rassemblement. Ça a dû lui faire du bien à Dembélé, même si bien sûr on relativise au vu de l'adversaire en face, mais il met un but du pied droit. C'est ce que j'ai noté, c'est un but du pied droit, alors qu'au PSG, à chaque fois à la finition, vous remarquerez que même s'il est ambidextre, hein, il ne sait pas s'il est gaucher, s'il est droitier, mais à la finition, je trouve quand même qu'il cherche son pied gauche, beaucoup. Hein. Par exemple, sa barre contre Milan, c'est une enroulée pied gauche. Le but qu'il met à l'aller, qui est refusé pour une faute d'Ugarte au début de l'action contre Milan au Parc, c'est un but du gauche, si je dis pas de bêtises. J'en suis pas certain, mais je crois qu'il est du gauche. Je crois qu'il ouvre son pied et que c'est un but magnifique. Malheureusement, pas de sa faute, mais refusé. Donc ça fait plaisir de le voir marquer, même s'il n'en faisait pas forcément une obsession. Hein. Notons pour Dembélé qu'au PSG, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre à son avantage. Il force pas son jeu pour aller chercher son premier but. À part contre Milan, à San Siro, dans le sens où il fait une très belle première demi-heure, mais après sa frappe enroulée qui finit sur la barre, il flanche complètement. Là, tu as l'impression que c'est vraiment le tournant et que ça lui met un coup derrière la tête, et derrière, son match se change complètement. Maintenant, sur les autres matchs, c'est pas quelqu'un qui s'entête à aller chercher le but absolument, il va faire briller ses partenaires, et c'est vrai que son côté altruiste, bon alors c'est passes décisives, même si les stats sont pas extraordinaires là-dedans, il y en a quand même. Il y a surtout un volume d'occasions qu'il crée pour ses partenaires qui est quand même assez important et qu'il faut souligner. Donc ça, c'est à mettre au crédit de Ousmane Dembélé. Voilà. Et puis la dernière trêve, hein, comme je l'ai dit, Coman lui passe devant en équipe de France. Il était revenu un petit peu démoralisé parce que s'était pas forcément bien passé avec les Bleus. Et donc contre Strasbourg, il te fait une entrée d'alcoolique. Contre Milan, une première mi-temps d'alcoolique. Et contre Brest, une entrée pas forcément mieux. Il se reprend que contre Montpellier 15 jours après. D'ailleurs, Brest et Strasbourg, 2 matchs qu'il commence sur le banc. Peut-être aussi pour récupérer physiquement. Mais dans tous les cas, là, qu'il marque contre Gibraltar, on va voir contre la Grèce comment ça va se passer pour lui. Mais si on retrouve un Dembélé en confiance, ce serait pas plus mal. Parce que c'est vrai que sur la dernière trêve, ça lui avait un petit peu coupé les jambes, coupé la tête, le fait de partir avec les Bleus et de revenir un petit peu bredouille. Kingsley Coman qui s'était montré bien plus à son avantage. Bon, passons à Zaïre Emery. Très difficile à remplacer bien évidemment, puisque c'est notre meilleur Parisien cette saison avec Donnarumma. Je ne fais que de le répéter dans mes vidéos. Pourquoi il est très difficile, voire impossible de le remplacer?
parce qu'il joue et gagne des duels. Il n'a pas peur d'y aller, il a des appuis toniques, un haut du corps qui est très développé, donc il résiste beaucoup. Il gratte des ballons, il gagne des duels. C'est encore plus marqué aujourd'hui, à un moment où Ugarte ne gagne plus de duels. Voilà. Avant, tous nos milieux gagnaient les duels. Là, il n'y a que Warren qui y va et qui les remporte. Donc c'était encore plus marqué. On espère que la dynamique collective va donc s'inverser, avec un Ugarte qui va revenir en forme pour essayer de combler un petit peu cette absence de Warren. Après, sa spéciale signature, c'est évidemment les percées ballon au pied qui sont toujours très justes. Au-delà des qualités physiques qui font qu'il résiste à chaque fois qu'un défenseur vient le chercher à l'épaule ou quoi, la conduite de balle est très bonne en fait. Le ballon ne va ni trop loin, auquel cas tu le perdrais parce que tu le rendrais à l'adversaire, ni trop près des pieds, auquel cas tu t'emmêlerais les pinceaux. Voilà, le ballon reste à bonne distance, la fréquence d'appui et de touche de balle aussi est très bonne pour garder une vitesse assez impressionnante avec ballon, et bien sûr la lucidité à la fin des actions qu'il développe de plus en plus ces derniers temps avec ses statistiques, donc ça c'est vraiment très très bon. Comme je dis, dans le dernier tiers, c'est vrai qu'il commençait à faire des stats, à être important, et on met une équipe tellement naze à la finition que même ça va nous manquer en fait. La capacité déjà à marquer pour Warren, à être dangereux dans la surface. Je pense à son but contre Montpellier, contre Gibraltar samedi, mais aussi en dehors. Son but contre Brest par exemple, voilà, il décoche une frappe. Ugarte, ça fait... alors sur son début de saison, je n'ai même pas de souvenir, mais alors là, sur le mois dernier encore moins, d'Ugarte qui tire. Vitinha en dehors de la surface, il y a un but contre Lens l'année dernière, mais contre Rennes ça a superbe enroulé, je crois qu'il est dans la surface. Et puis nos attaquants, bon ce n'est pas des attaquants qui vont tenter, à part Marco Asensio qui va revenir, donc ça peut être une solution aussi pour essayer de renforcer un petit peu l'imprévisibilité qui aujourd'hui vient beaucoup, pas exclusivement mais beaucoup de Warren Zaïre-Emery. Et puis plus bas sur le terrain aussi, c'est quelqu'un qui a une capacité à faire progresser les ballons en trouvant des décalages, en jouant rapidement surtout. Voilà, en fait. Sa qualité de passe, plus il est bas, plus il est bon. C'est peut-être pour ça que Luis Enrique l'a titularisé au poste de numéro 6 contre Nice. Alors au final, ça n'avait pas marché parce que c'est pas un joueur positionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le dernier tiers, il faut encore qu'il progresse. Ou alors, sur les phases de construction, il faut encore qu'il progresse dans son jeu de passe. Par contre, quand il est bas, c'est quelqu'un qui est très bon. Et à la relance, on peine tellement que ça aussi, ça va nous manquer, les gars. Je rappelle que contre Reims, c'est Dembélé qui fait les meilleures sorties de balle sur des exploits individuels des slaloms. C'est pas normal. C'est pas normal que notre ailier ait à redescendre aussi bas. Mais ça, ce problème, Neymar l'a eu sur toute la durée de son passage au PSG, avec nos défenseurs sans personnalité. Ugarte qui doit aussi reprendre évidemment ce côté tranchant. Et j'irais même aussi jusqu'à dire Hakimi. Hakimi qui à la relance, alors dans le dernier tiers, son influence, voilà, cette saison, il est très très bon. Mais attention, à la relance, en fait, on le cherche beaucoup. Le problème, c'est que Luis Enrique veut travailler sur les côtés. Donc Hakimi doit absolument travailler... les passes appuyées, les passes vers l'avant, même s'il en fait, contre Newcastle par exemple, en seconde mi-temps, il lance Dembélé sur une passe alors qu'il est complètement arrêté et qu'il y a un ou deux joueurs qui viennent sur lui. Une passe qui est très très bien faite au-dessus de toute l'équipe de Newcastle, et au final Dembélé qui se retrouve à jouer un duel face au gardien, je crois. Bon, qui finit petit filet ou en plein sur le gardien comme d'habitude avec lui, mais duel quand même. Donc bon, et mentalement aussi, j'aimerais noter toutes les fois où Zaïre Emery n'a pas bien commencé son match, mais n'a pas flanché. Et à 17 ans, c'est témoin d'une personnalité exceptionnelle. Contre Reims, typiquement, il fait une très mauvaise première mi-temps. Enfin, très mauvaise. Je suis dur parce que, en fait, à son échelle, c'est sa plus mauvaise mi-temps depuis une éternité. Mais en seconde, il revient, il a les bonnes intentions et il est présent, tu vois. Contre Milan, il flanche pas. Contre Newcastle aussi. Contre Milan à l'aller, sur la demi-heure, les 20 minutes où tu te fais secouer, il est pas bon. Il perd les ballons. Et au final, Ligue des Champions, Milan en face, mais il garde sa personnalité, il revient dans le match, et c'est lui qui va te faire la passe décisive pour Mbappé, l'ouverture du score. Donc, cette équipe qui manque cruellement de leader, cette équipe au sein de laquelle, globalement, quasiment personne surnage quand on est dans un temps faible, va ressentir le manque de ce Warren
qui ne perd jamais le fil, qui n'a jamais la tête sous l'eau et qui finit toujours par revenir, de bonne manière. Donc maintenant, comment le remplacer? Moi, je vois deux choses. La première, c'est une solution réaliste, à savoir faire du Luis Enrique, ne pas modifier la structure, juste les hommes, comme il le fait quand il veut mettre Hakimi au repos en faisant jouer Carlos Soler latéral droit dans le même rôle qu'Hakimi, parce que c'est une question de structure, de disposition, plutôt que d'hommes avec Luis Enrique. Et la deuxième solution que je vais proposer, c'est un peu farfelu, mais je trouve que ça peut être creusé, notamment dans la prévision du match contre Newcastle. Alors, qui as-tu derrière nos milieux titulaires pour remplacer Zaïre Emery? Le premier qui normalement te vient en tête, c'est Fabian Ruiz, qui a fait un bon début de saison en tant que remplaçant. Ses entrées en début de saison sur le mois d'août et septembre étaient bonnes. Et en octobre, c'est plus des entrées, c'est des titularisations. Voilà. Il est très bon en tant que titulaire. Il fait des matchs assez consistants. À la relance, ça te permet de chercher des circuits un petit peu plus axiaux parce qu'il se positionne mieux. Dans l'exécution technique, il est meilleur, même si sous pression, bien sûr, il aura toujours cette espèce de nonchalance, cette lenteur qui est réelle en fait. C'est pas espèce, non, c'est réel, qui lui collera. Pour l'instant, il joue en 6 à la place de Manuel Ugarte, dans un rôle donc très positionnel, avec, sur les premières relances, une vraie responsabilité. Mais notons que c'est un milieu relayeur. Avec l'Espagne, il est relayeur gauche, Fabian Ruiz. À l'échelle de sa carrière, c'est un relayeur. D'ailleurs, l'année dernière, dans le PSG de Galtier, rappelez-vous, quand on avait le 4-4 de Losange, oh putain, la bonne époque, le 4-4 de Losange avec le match contre Ajaccio qu'on gagne 3-0, avec des buts que de Messi et Mbappé, et un bon match de Fabian Ruiz. Bah, le Classico aussi, je crois qu'il fait un bon Classico contre l'OM qu'on gagne 1-0 là, sur un but de Neymar l'année dernière. Rappelez-vous, en octobre. Ruiz était relayeur droit. Relayeur droit faux pied, avec Christophe Galtier qui nous expliquait pourquoi mettre un milieu faux pied, et au final, en janvier, il le remet à gauche. Donc voilà, il est capable de jouer un petit peu partout en tant que relayeur. Ce qui m'inquiète à ce poste-là, c'est la perte de balle, où je le trouve pas assez réactif. Dans un PSG de Luis Enrique qui veut contre-presser à fond, déjà que ces derniers temps, le PSG presse de moins en moins, mettre Fabian Ruiz relayeur, donc aussi haut sur le terrain sur les pertes de balles, je me dis que ça n'arrangerait pas grand-chose en fait. Voilà, ça m'inquiète un petit peu. Maintenant, ça reste quand même la solution la plus naturelle, hein. Lui relayeur et Ugarte numéro 6. Mais je pose quand même la question, pourquoi pas inverser? Mettre Fabian Ruiz numéro 6, du coup à la relance, il serait plus propre, plus tranchant qu'un Ugarte, même si je pense qu'il ne faut pas surestimer la plus-value qu'il apporterait sous pression, hein, parce qu'évidemment, c'est un joueur qui a quand même des difficultés similaires à Ugarte. Hein, s'il est relayeur à l'échelle de sa carrière, c'est aussi parce qu'en tant que sentinelle, il peine un peu, tu vois. Quand ça presse un petit peu, parfois il est tellement lent que ça va pas très bien. Mais pourquoi pas le mettre lui numéro 6 et Ugarte relayeur, dans le sens où Ugarte ces derniers temps fait des prestations un petit peu moyennes, c'est un peu perdu. Le mettre plus haut sur le terrain, dans un rôle de contre-presseur, vraiment, si tu veux récupérer le ballon, si tu veux redonner justement ce souffle de pressing à cette équipe, pourquoi pas en Ligue 1? Je parle pour la Ligue 1 là. Ça peut être une solution intéressante, tu vois. Fabian Ruiz numéro 6 ou Ugarte relayeur, c'est ce que je ferais en Ligue 1 pour retrouver un petit peu ce rythme d'équipe qui va contre-presser, qui va récupérer les ballons hauts et imprimer son rythme, tu vois. Après, se poserait la question du relayeur gauche, peut-être Vitinha, je pense. Donc on aurait un milieu Ugarte, Ruiz, Vitinha. C'est ce qui déstabilise le moins la structure. Hein. Si on veut faire du Luis Enrique, on fait ça. Le problème, c'est qu'après, au milieu, si tu es dans un match où tu gagnes 3-0, 60e minute, et que tu veux du contrôle, qui fais-tu rentrer? Je préfère garder un des trois, ou limite garder un des deux entre Vitinha et Fabian Ruiz, sur le banc. Parce que Lee Kang-in, alors lui, il est beaucoup plus électrique, et puis il peut rentrer sur un côté aussi. Hein. Voilà, Lee Kang-in joue plus sur un côté ces derniers temps. Danilo au milieu, si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas du tout. Cher N'Dour, bon, alors je m'éternise pas, il faut le prêter cet hiver. Voilà, on a fait une erreur à ne pas le prêter cet été, parce qu'il faut qu'il enchaîne les matchs là, pour se remettre un petit peu du choc du passage entre les U19 et le monde professionnel. Voilà. Un fossé qu'il n'arrive pas à maîtriser, et c'est complètement logique parce que voilà, il rentre pas, il n'enchaîne pas, il faut absolument le prêter. Par contre, ma deuxième solution,
qui peut être intéressante, c'est tester le 4-2-3-1 avec un double pivot Ugarte-Fabian Ruiz et Lee Kang-in en numéro 10. Alors évidemment, tu perds la fixation côté gauche. Vitinha par exemple, le long de la ligne. Et donc, sur les phases offensives, tes attaquants auront moins de situations en égalité, voire supériorité numérique. Ils se retrouveraient beaucoup plus à jouer des 1 contre 2, par exemple. Mais tu récupères de la disponibilité sur la largeur, des capacités aussi à trouver lancer tes attaquants. Avec Lee Kang-in au cœur du jeu entre les lignes, qui se déplace, qui aurait de la liberté pour se déplacer sur toute la largeur, tu trouverais quelqu'un capable de contrôler dos au but, se retourner, parce qu'il a montré dans son acclimatation à la Ligue 1 qu'il s'est très bien passé, qu'il en est tout à fait capable, et ensuite, sa qualité de distribution, celle que je mets le plus en avant dans mes vidéos, pour aller chercher tes attaquants. Voilà. Dembélé lancé, Mbappé, Kolo Muani, qui, on le rappelle, pour moi, ça va être aussi quelque chose de primordial. Voilà. Réussir enfin à mettre un petit peu de vitesse, de verticalité dans notre jeu. Par exemple, Kolo Muani, qui est titulaire sur tous les matchs de Ligue des Champions. Donc on peut dire qu'il a l'ascendant dans le duel avec Gonzalo Ramos aux yeux de Luis Enrique. Aujourd'hui, Kolo Muani, il doit être frustré parce qu'il a eu la finale de Coupe du Monde, il a fait une très bonne saison à Francfort, et là il se retrouve à devoir jouer contre nature, et du coup il ne capitalise pas sur son année 2023 exceptionnelle. Le problème, c'est que là, il est à un moment de sa carrière où il doit absolument capitaliser, enchaîner, et donc il se retrouve à jouer contre nature. Retrouver un numéro 10 comme il avait à Francfort. À Francfort, Kolo Muani, il avait un numéro 10 derrière lui qui l'épaulait et qui lui donnait beaucoup de ballons, que ce soit sur des appels intérieurs, mais aussi des appels extérieurs, puisque Kolo Muani est tout à fait capable d'aller s'isoler pour ensuite faire le bulldozer et se retrouver en situation de centre en retrait comme il apprécie. Avoir un Lee Kang-in derrière lui, ça pourrait mettre Kolo Muani dans de meilleures dispositions, tu vois, pour chercher un Mbappé lancé aussi. Ça peut être vraiment... C'est quelque chose que je trouve très intéressant. Maintenant, en Ligue 1, on va pas se mentir, face au bloc bas, foutre un numéro 10 avec Kolo Muani devant, le problème contre les blocs bas, c'est que le numéro 10, il n'aurait aucune solution. Mbappé et tout ça, ils ne peuvent pas faire les appels face à une défense regroupée. Là, je parle pour la Ligue des Champions et j'ai un argument en plus, c'est pour le match de Newcastle. Rappelez-vous au match aller. Bon, au-delà des performances individuelles qui avaient été pitoyables, tu avais un vrai problème d'occupation de la largeur. À des moments, l'espace entre les lignes de Newcastle, entre la ligne défensive et le milieu de Newcastle, était immense. Et c'est là où j'ai le plus de frustration tactiquement, c'est-à-dire que le PSG fait un bon début de match. La frustration première, c'est évidemment l'erreur de Marquinhos, parce que même lui fait un bon début de match en fait. Et au final, avec cette erreur, il vient mettre l'équipe la tête sous l'eau, et elle n'en sort jamais. Mais au-delà de ça, tu avais travaillé des relais sur les côtés pour t'extirper du pressing adverse. Le problème, c'est qu'une fois que le ballon était arrivé sur un côté, que tu avais fait un petit peu tes premières relances très travaillées, tu ne savais pas quoi en faire. Tes attaquants étaient trop loin du porteur, et entre les lignes, tu n'avais personne qui bougeait, qui était disponible. Voilà. Et c'est là où on n'a pas su appuyer assez face à Newcastle. Maintenant, est-ce que Newcastle, au Parc des Princes, dans un contexte différent, vont se livrer autant qu'ils se sont livrés chez eux? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, mettre quelqu'un entre les lignes, un Lee Kang-in surtout, qui est très électrique, qui a la perte de balle et très très correcte, que ce soit dans l'investissement, mais aussi les techniques de défense, moi, ça me paraît pas déconnant, en fait, tu vois. Mais c'est complètement farfelu, cette histoire de 4-2-3-1, puisque je pense que jamais Luis Enrique le fera. Voilà. Ou alors, tu peux aussi mettre Lee Kang-in relayeur droit, à la place de Warren Zaïre-Emery, numériquement. Le problème, c'est que j'ai pas envie de lui imposer ce qu'ont eu les Neymar et tout ça avant. C'est-à-dire joueurs créatifs qui se retrouvent à décrocher à fond pour défendre, pour faire remonter les ballons, et au final, dans le dernier tiers, il n'arrive pas à trouver nos attaquants directement, parce qu'il perd en lucidité, parce qu'il est trop loin d'eux à décrocher en permanence. Donc, j'aimerais le voir un peu plus haut dans un rôle de numéro 10 ou alors d'ailier. Bon, la solution Marquinhos en 6, sur le papier, j'aime beaucoup. Vous savez que je suis un défenseur de Marquinhos en 6. Sa saison n'est pas mauvaise au PSG. Avec l'équipe nationale brésilienne, c'est beaucoup plus mauvais que chez nous. Maintenant, il y a eu des trous noirs. À l'aller contre Newcastle, le match à San Siro, le but de Leao, son attitude à Marquis est complètement lamentable.
Mais le mettre au milieu de terrain, pour moi, ce serait vraiment lui donner un petit peu un second souffle. Ça le responsabiliserait un petit peu plus avec le ballon. Et sans, je lui trouve des qualités de contre-presseur très très intéressantes. Maintenant, mettre Marquinhos en 6, ça signifie charnière Danilo Skriniar, que je veux absolument pas. Parce que j'ai pas envie d'avoir des charrues, tout ce que vous voulez derrière, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très prochainement pour continuer à parler de l'actu PSG. Voilà, ciao les amis, prenez soin de vous.